Donc vous êtes devant votre écran, le site web est chargé, et peut-être que vous, dans votre cas, vous devez auditer ce site web. Ou peut-être que vous faites un bug bounty. Ou encore peut-être que ce site web n'est juste qu'un simple challenge CTF que vous devez résoudre. En tout cas, la question reste la même, comment trouver des failles de sécurité sur ce site internet, et éventuellement comment les corriger après. L'idée principale, c'est que vous devez comprendre exactement comment fonctionne le serveur web. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand vous cliquez sur un bouton, quand vous chargez la page, quand vous changez un paramètre, etc., etc. Et cela, vous le faites en inspectant les requêtes et les réponses HTTP pour voir ce qu'elles contiennent. Et si vous faites cela avec les différentes pages, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionnent et interagissent les différentes fonctionnalités de l'application entre elles. Et donc, vous aurez une sorte d'intuition du fonctionnement du serveur. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à changer les différents paramètres dans les requêtes HTTP pour voir un petit peu comment le serveur se comporte à ces changements. Est-ce qu'il renvoie une erreur? Est-ce qu'il renvoie rien du tout? Est-ce qu'il se comporte correctement? Etc. etc. Et c'est comme ça que vous trouverez des bugs. Parfois, dans certains cas, ces bugs sont entre guillemets complètement inoffensifs. Dans d'autres cas, ces bugs peuvent évoluer en failles de sécurité. Mais le problème, c'est qu'avec Firefox ou Chrome, vous ne pouvez pas inspecter ou modifier facilement les requêtes. Ces navigateurs-là sont faits pour parcourir le web et non pour faire du pentest. Alors oui, dans certains cas, vous pouvez comprendre un peu comment fonctionnent les applications grâce aux DevTools, c'est vrai, mais là encore une fois, c'est assez limité et c'est plus fait pour les développeurs, ce n'est pas du tout fait pour les pentesters. Donc pour cela, il nous faudra un autre logiciel externe. Vous l'avez compris, on va parler de Burp Suite. Vous le savez peut-être déjà, mais Burp Suite est un proxy. Cela signifie qu'on va configurer notre navigateur Firefox ou Chrome pour qu'il envoie toutes les requêtes d'abord à Burp Suite, puis après Burp Suite va envoyer toutes les requêtes au serveur. Et inversement, le serveur va renvoyer les réponses à ces requêtes à Burp Suite, qui va après les renvoyer au navigateur. En fait, Burp Suite sera un intermédiaire qui va capturer toutes les requêtes et toutes les réponses HTTP. Et donc, grâce à cela, vous pourrez analyser toutes les requêtes et réponses pour bien déduire le fonctionnement du serveur web. Donc maintenant, je pense qu'on a assez parlé pour l'introduction, passons directement à la démonstration. Pour télécharger Burp Suite, ce n'est pas très compliqué, vous vous rendez juste sur le site de l'éditeur. Puis dans la partie Product, vous téléchargez la version Community, c'est la version gratuite. Il y a aussi la version professionnelle, mais pour la démonstration, elle ne nous sera pas très utile. Et ici, je vais télécharger Burp Suite pour Windows. Une fois que c'est téléchargé, vous exécutez le fichier, vous suivez les étapes d'installation. Ce n'est pas très compliqué, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc je vous propose directement de lancer ce logiciel, car il est déjà installé chez moi. Ici, on me demande si je veux créer un projet temporaire ou ouvrir un projet existant. Cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version professionnelle. Donc nous, on va ouvrir un projet temporaire, mais ce n'est pas grave du tout. Ici, même chose, on me demande si je veux charger un fichier de configuration. Là, je vais juste utiliser Burp Suite par défaut. Donc ici on tombe sur le dashboard, ici c'est le premier onglet tout en haut. Alors clairement on a pas mal d'informations ici, mais ce n'est pas la partie où vous allez passer le plus de temps. Nous on va plutôt aller dans l'onglet proxy, ici. Et on va donc configurer notre Burp Suite pour qu'il puisse intercepter, lire, analyser, modifier les requêtes HTTP, ainsi que lire les réponses. Donc pour ceci, il y a deux solutions. Une solution facile et une solution un peu moins facile. La solution un peu moins facile, cela serait de prendre directement Firefox, Chrome, Safari ou autre, d'aller dans les paramètres réseau et de configurer Burp Suite comme proxy. Ainsi, le navigateur va envoyer la requête directement à Burp comme proxy et Burp après va s'en charger. Le problème, c'est que cette solution est un tout petit peu galère, surtout si on le fait la première fois. Il faut d'abord configurer le proxy, parfois ça bug, parfois ça ne marche pas, etc. Parfois il faut modifier les paramètres du système, cela dépend. Après, il faut aussi éventuellement modifier les paramètres des certificats SSL pour pas qu'il y ait des erreurs lors de la connexion en HTTPS et ainsi de suite. Je vous invite quand même à le faire car c'est un bon exercice pour s'entraîner si vous êtes débutant. Mais ici, on va prendre la solution facile. La solution facile, c'est quoi? En fait, Burp Suite est directement livré avec un navigateur. Et l'intérêt de ce navigateur, c'est que toute la configuration a déjà été faite avant vous. Pour ceci, vous allez juste cliquer sur le bouton Open Browser. Et normalement, vous avez une sorte de navigateur basé sur Chromium qui se lance
avec toute la configuration qui a déjà été faite avant vous. Ce qui fait que vous n'avez plus grand chose à faire. Donc maintenant qu'on a installé et configuré tout le bordel, on va passer un tout petit peu plus aux choses sérieuses. Donc pour ceci, je vais taper une URL dans la barre de recherche ici, c'est info.cern.ch. En fait, ce site web hoste une page web qui est en fait la page web la plus ancienne de tout Internet. Elle a été créée dans les années 91 et cette page web ne contient juste que quelques liens et des informations. Mais ici, comme cette page web est assez simple pour nous, elle sera parfaite pour la démonstration. Donc ici, je colle ce site web, je le charge et ici, cette page web a été chargée. C'est pas mal, on a de l'HTML, mais si on regarde dans notre Burp Suite, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Du coup, la question c'est comment je fais pour utiliser ce Burp Suite. Eh bien en fait c'est simple, Burp Suite n'a pas intercepté la requête. Pour qu'il intercepte la requête, on doit tout simplement activer l'intercepteur de requête ici. Et le mettre à intercepteur et ça on tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais recharger la page ici. Et là maintenant, notez que dans Chrome, ici, la page est toujours en train de se charger. On a bien la barre de chargement. Cela signifie que notre Chrome n'a pas reçu la réponse HTTP. Il a envoyé la requête mais n'a pas reçu la réponse. Où est la réponse? En fait, notre Chrome a envoyé la requête au proxy, ici Burp Suite, et Burp Suite est en train de retenir cette requête, ici, car intercept est à on. Et donc nous, on pourra intercepter, analyser et modifier cette requête ici. Là, on a bien notre get vers la page web demandée avec la version d'HTTP, mais aussi tous les headers qui contiennent différentes informations pour le serveur. Donc nous, c'est bien, on a vu cette requête, et la première chose qu'on aimerait faire, cela serait de libérer cette requête, c'est-à-dire de la passer au serveur web. Donc pour ceci, on va appuyer sur le bouton forward, ici. Et là, cette requête a été, entre guillemets, libérée, elle a été passée au serveur web. Maintenant, si je reviens dans mon petit Chromium, ici, on voit que la barre de chargement ne se charge plus, et que le site web est toujours bien chargé, ici. Donc là, je vous ai montré comment on intercepte une requête, mais maintenant, comment fait-on pour modifier une requête? Eh bien ici, encore une fois, ce n'est pas très compliqué. On va renvoyer une requête, Burp va intercepter cette requête ici, et on va tout simplement pouvoir la modifier ici, un peu comme dans un document texte. Par exemple, moi je ne veux plus faire un get vers /hypertext www.theproject.html, je veux faire un get vers /test par exemple. Et je vais appuyer sur forward. Donc ici notre requête a été forwardée au serveur, mais si on regarde dans la page Chromium ici, on voit que l'URL n'a pas été trouvée. L'URL test n'a pas été trouvée, ce qui montre qu'on a bien modifié cette requête. Bon, ici on a fait une modification vraiment simple, mais on peut vraiment modifier tout ce qu'on veut dans la requête. Par exemple, moi je peux mettre un peu n'importe quoi, je peux foutre le bordel, ici. Et si j'appuie sur forward, normalement on aura un autre message d'erreur. Ici c'est 400 bad request, c'est-à-dire que le serveur a bien reçu la requête, mais elle n'a pas été très bien construite. Maintenant qu'on a fait un peu joujou avec la requête, moi j'aimerais bien voir la réponse HTTP. Car la réponse HTTP, avec son code d'erreur et ses headers, peut également être très intéressante. Donc, comment je fais? Ici, je suis dans le sous-onglet Intercept, mais je peux également aller dans le sous-onglet HTTP History, ici, qui liste toutes les requêtes qui sont passées ici par l'intercepteur, donc par le proxy. Ici, on en a plusieurs, notamment vers notre site info.cern.ch, mais on a également des requêtes vers les serveurs de Google qui ressemblent plus à de la télémétrie, ici, mais qui n'ont pas été interceptés par l'intercepteur, peut-être car l'intercepteur était à off à ce moment-là. En tout cas, on peut visionner chacune de ces requêtes ici. On a bien la requête HTTP ici, et la réponse, avec le code HTML dans la partie données, ici les headers dans la partie header, et notre code de retour ici, 400 bad request. Et on peut le faire avec absolument toutes les requêtes, si on a besoin d'en retrouver une autre. Donc c'est en utilisant cette méthode-là qu'on pourra principalement voir les réponses HTTP. Alors en quoi c'est utile dans un cadre de pentest? Ici l'idée c'est que sur le site, si on fait cela sur un grand nombre de pages, on pourra bien comprendre comment fonctionnent et interagissent les différentes fonctionnalités, les différentes pages du site internet. Et donc on pourra plus facilement trouver des bugs, voire même des failles de sécurité. Rien qu'ici par exemple, on a déjà des informations très intéressantes dans la réponse. Regardez ici. Là, on a dans les headers le nom du serveur. On voit déjà que c'est un serveur Apache. Pourquoi? Car le serveur a été configuré de façon à retourner dans les headers HTTP le nom du serveur. Sachez même parfois que le serveur peut retourner même sa version, ce qui de temps en temps peut être dangereux si jamais cette version est une version du serveur qui est vulnérable, et surtout s'il existe des exploits publics.
Bon, c'est assez rare de nos jours, hein. La plupart des gens mettent leur serveur à jour, mais on ne sait jamais, c'est quand même une piste parfois intéressante. Dernière chose aussi intéressante que vous devez savoir, même si ici l'intercepteur est en off, mon navigateur Chrome envoie toujours les requêtes à Burp Suite. C'est juste qu'il les forward entre guillemets automatiquement. Et donc si je revais dans info.cern.ch ici, la page va se charger directement. Mais on a également le site web ici info.cern.ch qui apparaît dans l'historique ici. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de mettre l'intercepteur à on pour que les requêtes apparaissent dans l'historique. Même quand l'intercepteur est à off, elles apparaissent quand même dans l'historique. Donc ici c'est une fonctionnalité qui est quand même assez intéressante. Maintenant imaginons que Google crée un programme de bug bounty vers son site web. Et donc notre but soit de trouver des failles de sécurité sur google.fr. Donc là c'est très bien, la première chose que je vais faire c'est aller dans google.fr. Donc la page se charge, c'est bien. En revanche, si on va dans l'historique ici, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de requêtes ici qui sont chargées. On a bien notre requête get ici vers Google. Si on regarde bien ici, get vers la page slash ici, donc vers la page d'accueil. Mais on a également plein d'autres requêtes ici. Notamment des requêtes vers du JSON, vers des scripts JavaScript et d'autres types de requêtes dont moi-même je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Et plus précisément, il y en a eu quand même une vingtaine. Parfois, certaines de ces requêtes peuvent être intéressantes, parfois non, pas vraiment. Et du coup, dans certains cas, quand il y a vraiment trop de requêtes, cela peut devenir complètement le bordel, vous avez du mal à retrouver les vôtres. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans les filtres ici, et filtrer les requêtes selon différents critères. Donc selon le type de fichier de retour, si c'est de l'HTML, si c'est un fichier JavaScript, si c'est de l'XML, des images, du CSS, etc., etc. On voit d'ailleurs que par défaut, certaines options ont été cochées et pas d'autres. On peut également filtrer selon le code de retour ici, ou même selon le contenu de la requête ici. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement aller dans les proxy settings ici. Là, on a la configuration du proxy. Là, on a notamment sur quelle adresse et sur quel port le proxy écoute. Là, il écoute sur le port 8080. Si jamais vous voulez configurer votre navigateur, vous devrez indiquer cette adresse à votre navigateur pour qu'il puisse se connecter au proxy. Mais on a également cette partie-là, Request Interception Rules, qui, comme l'indique son nom, en fait, va permettre d'exclure certaines requêtes de l'intercepteur. Donc en fait, elles ne s'afficheront même pas dans l'historique. Donc comme on le voit ici, les images GF, JPG, PNG, etc. sont déjà exclues de l'intercepteur. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'image ici. On a également les fichiers CSS qui ne présentent pas vraiment beaucoup d'intérêt dans le cadre d'un pentest, d'un audit, d'un bug bounty, etc., etc. En tout cas la majeure partie du temps. Et ces fichiers-là sont également exclus. Mais vous pouvez également ajouter d'autres règles ici. La différence avec les filtres, c'est qu'elles ne seront même pas interceptées par l'intercepteur. Donc vous les verrez même pas dans Burp en fait. Ici, concernant les conditions, ici, vous pouvez filtrer selon plein de critères différents. Ici, l'un des plus importants sera selon le nom de domaine. Donc, par exemple, moi, je veux filtrer uniquement les sites internet vers info.cern.ch. Je mettrai juste le nom de domaine ici, info.cern.ch. Et maintenant, si j'active l'intercepteur, ici, il est déjà à on, et que je recharge le site de Google, on voit clairement que l'intercepteur n'intercepte plus les requêtes. Donc ici c'est intéressant si jamais vous souhaitez faire par exemple un bug bounty vers le site info.cern.ch, mais à côté vous voulez ouvrir un autre onglet pour faire vos propres recherches. Cela évite d'avoir toujours ces requêtes interceptées et donc de devoir forwarder à chaque fois, ce qui n'est pas très pratique. Donc concernant l'interception des requêtes HTTP et des réponses HTTP, on en a presque terminé. Il y a une dernière fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée mais qui sera également très très importante, dont vous vous servirez presque tous les jours en fait. Imaginons que moi je revienne dans l'historique ici. Donc je vais prendre le site info.cern.ch, cette requête là par exemple ici, on a mon petit bad request et que je veuille renvoyer cette requête ici. Là, comme on le voit, je n'ai pas de bouton renvoyer ou autre. Je ne peux même d'ailleurs pas modifier directement cette requête. Vous pouvez essayer. Ici, ce document texte, entre guillemets, a l'air d'être en lecture seule. Et la question qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'on peut remodifier cette requête et la renvoyer après? Ou directement la renvoyer? Ou est-ce que je dois reprendre l'intercepteur et refaire tout le bazar? Bien, la réponse est oui, je peux renvoyer cette requête. Mais pour ceci, il faudra faire une petite manipulation. Je vais donc faire un clic droit sur cette requête et je vais l'envoyer sur un autre onglet, vers une autre fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, elle est nommée le repeater, comme répéter,
pour notamment pour notamment répéter les requêtes. Et l'intérêt, c'est que une fois ma requête dans le repeater, là, je peux du coup la modifier, mettre tout mon bordel ici, ou changer le get, etc., etc. Et pour renvoyer cette requête, c'est très simple. Là, on a bien un bouton renvoyer. On attend que la requête se renvoie. Ok, alors là, on a une erreur 408. On n'a malheureusement pas notre page HTML, c'est bizarre. En fait, j'ai fait une petite erreur très très subtile. En fait, là, j'ai oublié de mettre un saut de ligne. Je l'ai supprimé. Si je me remets un autre saut de ligne, normalement, cela devrait marcher. Voilà, on a notre 200 OK avec toute l'HTML. Et du coup, si j'en ai envie, je peux renvoyer une autre requête ici, juste vers get slash, donc vers la racine. Et là, on a la page d'accueil ici. Donc là, on peut voir cette page d'accueil sous différents formats. On peut également la voir en hexadécimal. Cela peut être utile pour détecter parfois des variations très subtiles. Ou même, on peut aller dans l'onglet Render, qui va, entre guillemets, render toute l'HTML. Et donc, nous montrer ce que cela donne en HTML ici. Nous, on va revenir dans la partie Pretty, c'est là où vous allez passer le plus de temps. Et donc, c'est à peu près ainsi qu'on fait pour analyser le comportement du site web de façon presque exacte. Et d'ailleurs, concernant les headers dans la requête notamment, sachez que pas tous les headers sont obligatoires. En fait, il y en a vraiment très peu qui sont obligatoires. En fait, la plupart des headers, je peux même les virer. Par exemple, le user agent, ici, je peux le virer. Dans la plupart des serveurs web, cela ne posera pas problème. En tout cas, selon le standard HTTP. Et ici, j'ai encore ma réponse. Je peux également virer ici ces headers-là, c'est pas très utile. On voit ici que cela fonctionne, j'ai toujours la même réponse. Là, encore une fois, cela dépend vraiment des serveurs web et de comment ils sont configurés. Parfois, le serveur web, il a besoin de certains headers pour fonctionner, parfois non, parfois il va rejeter la requête, parfois non. C'est un peu à vous d'analyser le comportement de l'application web, de trouver des bugs pour après, entre guillemets, voir si vous pouvez les faire évoluer en faille de sécurité. En fait, il n'y a vraiment qu'un seul header qui est important, c'est le header host ici, qui indique sur quel site web vous voulez envoyer la requête. Alors pourquoi c'est réellement important? Car quand vous envoyez cette requête sur une adresse IP, le serveur qui écoute sur cette adresse IP, sur le port 80, il héberge peut-être plusieurs sites internet avec plusieurs noms de domaine différents. Et donc le header host sert principalement à sélectionner le bon site web. Par exemple, si je supprime le header host ici, que je laisse le saut de ligne, notamment, normalement, j'aurai une erreur ici, bad request, ici. La requête a très mal été construite. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur les fonctionnalités de base de Burp Suite. En fait, si vous savez déjà faire ça, vous savez déjà faire beaucoup de choses sur Burp Suite. C'est le proxy ici et le repeater, c'est principalement les deux onglets que vous allez utiliser le plus. Si vous savez modifier les requêtes HTTP, lire correctement les réponses, créer les bonnes requêtes pour créer des bugs, etc. Alors oui, ça s'apprend pas du jour au lendemain et c'est plus long que juste savoir utiliser Burp Suite. Eh bien, c'est comme ça que vous deviendrez quelqu'un de bon. Mais là, l'idée, c'est que vous avez les bases. En tout cas, c'est très très bien. Maintenant, je vous propose de faire des petits challenges de cybersécurité pour vraiment voir comment on peut mettre Burp Suite un peu plus en pratique. Pour cela, vous pouvez aller sur le site Portswigger Academy, ici, où vous avez des centaines de mini-challenges où vous pouvez vous exercer. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se créer un compte. Moi, en tout cas, c'est déjà fait. Je pense que vous n'avez pas trop besoin d'aide pour vous créer un compte. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans All Content et aller dans All Topics, ici. Donc ici, vous avez plein de différents sujets. Et pour chaque sujet, vous avez plein de différents challenges, notamment les injections SQL, les injections de commandes, les XXE, les SSRF, etc., etc. Il y en a vraiment pour presque tous les goûts, en fait. Et en plus, ces challenges sont vraiment assez fun, ne sont pas très très difficiles. En tout cas, la difficulté est vraiment très 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 incrémentale, ce qui vous permet de bien progresser. Il y a aussi plein de différents cas qui sont couverts, donc c'est vraiment excellent. En tout cas, pour la sécurité web, je vous recommande vraiment ce site, ainsi que Pentester Lab, que j'avais présenté dans une autre vidéo, pour progresser. C'est vraiment le plus important. Je pense que ce site est bien meilleur que TryHackMe ou encore HackTheBox, qui sont souvent recommandés. En tout cas, si vous n'avez pas un niveau très élevé. Enfin bref, passons directement au challenge. Alors moi, je vais vous mettre le lien des challenges dans la description, mais on va directement commencer par ce challenge-là, ici. User row controlled by request parameter. Donc ce challenge est vraiment très très simple.
mais on va quand même le lancer. Donc comment lancer ce challenge? Vous appuyez sur le gros bouton en orange, ici Access the Lab, et là une fois que c'est fait, vous avez le site internet qui a été lancé ici. Donc visiblement cela ressemble à une boutique en ligne, et vous devez donc remplir les instructions ici. Donc si on traduit les instructions en français, en gros il y a un panel caché dans la page /admin, et notre rôle c'est d'accéder à ce panel et de supprimer l'utilisateur Carlos ici. Ok, très bien. Donc nous, la première chose qu'on pourrait faire, c'est directement aller dans /admin pour voir. Évidemment, ici, on nous montre que l'interface admin est uniquement accessible à l'administrateur, ce qui est complètement naturel. Donc ici, notre but serait de voir s'il n'y aurait pas une faille qui nous permettrait d'accéder à l'interface admin sans forcément être admin. Et c'est donc là qu'on va utiliser notre petit Burp Suite. Donc là, je vais copier-coller l'URL ici, et plus précisément, je vais copier-coller le nom de domaine, et je vais filtrer en fonction de ce nom de domaine. Donc pour ceci, je vais aller dans le proxy, je vais aller dans les settings du proxy, et donc l'intercepteur ne va intercepter que les URL dont le nom de domaine est websecurityacademy.net. Comme ça, cela pourra intercepter que les requêtes qui proviennent du challenge, ce qui sera beaucoup plus pratique. Hop, c'est fait. Maintenant, on va activer l'intercepteur ici, et normalement, si on recharge la page ici, on a bien l'intercepteur qui a intercepté la requête ici, vers get/admin. Donc moi je vais forward. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors on va revenir dans l'énoncé, peut-être qu'on a d'autres informations. Ici on nous montre que je peux me connecter en tant que Vienner avec le mot de passe Peter, ici. Et en effet, si je reviens sur mon site, ici, on a bien le My Account, on a bien un lien My Account. Ici, la requête a été interceptée, mais moi j'aimerais d'abord me connecter, donc je vais le mettre à off, ici. Et je vais pouvoir me connecter avec les noms d'utilisateurs Vienner et Peter, ici. Parfait, maintenant que je suis connecté, alors ce que je pourrais faire, c'est reprendre l'intercepteur. En fait, j'ai même pas besoin de reprendre l'intercepteur. Je peux directement aller dans l'historique, ici, HTTP History, et voir toutes les requêtes. Alors il y en a quand même pas mal qui ont été envoyées, mais moi j'aimerais bien voir ce qu'il s'est passé pendant qu'on s'est connecté, pour bien comprendre l'application, et notamment la fonctionnalité connexion de l'application. Donc si on regarde l'historique des requêtes, alors on pourrait filtrer pour prendre que les requêtes qui nous intéressent, mais si je ne vais pas le faire ici, car cela va prendre un petit peu de temps, je vais le faire directement, parce qu'il n'y a pas tant de requêtes poubelles. Donc ce que je vais faire, c'est que là, il y a une requête qui m'intéresse bien, c'est la requête get, ici, vers la page /login. Ici, quand le navigateur a envoyé la requête, le serveur a renvoyé la réponse avec toute l'HTML, mais aussi avec les champs de formulaire username et password. Si je fais un render, on a bien la page HTML de connexion qui a été retournée. Ok, c'est très très bien. Et on aimerait bien voir ce qu'il s'est passé après. Qu'est-ce qu'il s'est passé après quand j'ai rentré mon username, Vienner et Peter comme password et que j'ai cliqué sur le bouton Logged in. Donc déjà, on peut le voir quand on inspecte la page HTML. Ici, dans mon form, on voit que la méthode utilisée sera post et la page vers laquelle toutes les informations seront redirigées sera la page /login ici. Donc c'est la même page. Ici on regarde dans l'historique des requêtes, on a bien une requête vers post/login, donc ça confirme ce qu'on avait vu. Et on va déjà inspecter la requête et la réponse. Donc là, on a la requête, on a bien notre username et notre password qui a été envoyé si on regarde un petit peu tout en bas dans la partie données. Username est égal à Vienner et password est égal à Peter. On a également un autre paramètre, le token CSRF. Ici, je ne vais pas parler de la faille CSRF, mais je ferai peut-être une vidéo sur la faille CSRF. Donc basiquement, quand on a cliqué sur le bouton se connecter, cette requête a été envoyée au serveur. Le serveur a géré cette requête et il a renvoyé une réponse. Donc cette fois-ci, il n'a pas renvoyé une réponse 200 OK et a starvé la page HTML, il a renvoyé une autre type de réponse. C'est une réponse de type 302 found. Que signifie le code de retour 302 quand ça commence par un 3, cela signifie que le code est une redirection. Ici, on va être redirigé vers la page My Account ID est égal à Vienner. Donc pour ceci, il va regarder ce qu'il y a dans le header location, ici. Mais on a également d'autres informations dans le header qui sont intéressantes. On a deux nouveaux cookies qui ont été ajoutés. On a un nouveau cookie qui a été ajouté, admin est égal à false, avec quelques paramètres, et un autre cookie, session, est égal à une chaîne de caractères avec d'autres paramètres, secure, HTTP only, same site, etc. etc. D'ailleurs, j'ai parlé en détail de l'authentification HTTP, du fonctionnement des cookies, etc. etc. dans d'autres de mes vidéos YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller les voir, c'est vraiment un excellent complément à cette vidéo.
Donc, ok, c'est très bien. Là, on sait qu'il y a 2 cookies qui ont été créés. En tout cas, le serveur demandera à notre navigateur de créer 2 cookies avec ces informations-là. Et après, on sera redirigé vers cette page My account ID est égal à VNR. C'est-à-dire que notre navigateur va renvoyer une requête GET vers cette page. Et on peut le voir dans l'historique. Juste après, on a une requête GET vers My account ID est égal à VNR avec toute l'HTML qui représente en fait le dashboard de l'utilisateur ici VNR, qui est le même que dans notre Chrome ici. Donc basiquement, on a compris ce qu'il se passe quand on se connecte à un compte sur ce site internet là. Alors ce qu'on pourrait faire d'autre aussi, c'est essayer de se connecter avec des faux identifiants et voir ce qu'il se passe au niveau des requêtes HTTP pour renforcer notre compréhension du serveur. Mais ici, ce n'est même pas très grave en fait, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un cookie qui a été créé dans notre /post/login avec la valeur admin est égal à false. Et nous, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'émettre une hypothèse. Est-ce que le serveur ne se baserait pas par hasard sur la valeur de ce cookie pour nous mettre en admin ou pas? C'est peut-être qu'une hypothèse. Si ça se trouve, cette hypothèse est fausse, ou peut-être que cette hypothèse est vraie. Donc nous, on aimerait bien tester cette hypothèse. Donc, comment va-t-on faire? C'est assez simple. Donc pour ceci, on va reprendre notre requête ici, get/myaccountID est égal à VNR, ici. On a bien cette requête-là, et les cookies sont envoyés avec la requête. Vous le savez normalement si vous avez regardé mes précédentes vidéos sur l'authentification HTTP. Je vais prendre cette requête-là, je vais faire un clic droit, et je vais appuyer sur Send to Repeater, ici. Et si j'appuie sur Send, on a ma requête qui est envoyée, et j'attends la réponse du coup. Alors là, cela ne fonctionne pas trop, je vais réessayer. Ouais, c'est un peu lent. En fait, j'ai peur que le site web a été éteint parce que j'ai pas été actif dessus. Normalement, au bout de 20-30 minutes, le site web se réinitialise et il faut redéployer Ouais, il faut que je redéploie le lab, donc ce n'est pas grave, je vais le refaire. Je vais réaccéder au lab. Je vais refaire tout le bordel, je vais me reconnecter dessus. Je me reconnecte ici, VNR Better. Et normalement, une fois que je suis connecté, je peux me rendre sur mon Burp Suite, ici, dans l'historique HTTP. Là, j'ai le get vers /myaccount, ID est égal à VNR, ici, et je peux faire un clic droit, Send to Repeater, ici. D'ailleurs, je peux supprimer les 2 premiers onglets, ils ne me servent à rien, et j'appuie sur Send pour voir si tout fonctionne bien. Donc là, c'est bien, j'ai tout mon HTML, c'est-à-dire le dashboard. Si j'appuie sur Render, j'ai exactement le même résultat. Ok, très bien. Maintenant, concernant le cookie, on voit qu'on a un cookie admin est égal à false qui sera envoyé au serveur. Nous, on aimerait bien essayer de le mettre à admin est égal à true pour voir comment le serveur réagit, comment il répond. Notez que si je le mets à true dans Burp Suite, cela ne va pas le mettre à true dans le navigateur. Il sera toujours à false. Il sera juste à true dans Burp Suite pour la requête qui sera envoyée. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur Send ici. On a une réponse HTTP de 200 OK. Alors cela ne veut pas dire que tout est OK. Si ça se trouve, on est juste connecté en tant que VNR. OK. Donc là, on a toujours notre username est égal à VNR ici, avec tout le bordel. Mais regardez ici, il y a un lien qui est apparu nommé admin panel vers /admin ici. C'est assez bon signe. Si j'appuie sur Render ici, on a bien notre lien vers notre admin panel. Très intéressant. Si je reviens dans mon Chrome ici, on voit clairement que ce lien n'est pas présent ici. Donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais bien me rendre dans le panel admin. Comment je fais? Alors je pourrais très bien aller dans le navigateur, puis après remplacer les cookies à la main, etc. Ça, c'est pas très commode. Je peux le faire directement dans Burp Suite. Je vais dans ma requête get ici, je supprime my account, etc. Et je mets directement get/admin. Si j'appuie sur send, on a bien notre panel admin qui est affiché, sachant qu'avant on a eu une erreur. Donc là, c'est parfait. On a 2 utilisateurs, Vienner et Carlos, et on peut les supprimer. D'ailleurs, si on regarde la consigne de l'exercice, on doit supprimer l'utilisateur Carlos. Ok, c'est très bien. On va supprimer l'utilisateur Carlos. Alors malheureusement, dans l'onglet Render, on ne peut pas cliquer sur le lien. Mais ce n'est pas très grave. Ici, si je vais dans Pretty, on a tout l'HTML et on a les différents liens ici pour supprimer Vienner et un autre pour supprimer Carlos. Le lien, c'est dans l'attribut href de la balise A, ici, rien de très compliqué. On va donc copier-coller le lien ici, admin delete username est égal à Carlos, tout simplement.
et on va refaire une requête get vers ce lien-là. On va appuyer sur send, et là, on a un message ici. On a un message assez intéressant, c'est encore une réponse 302 found, c'est une redirection vers /admin. Ok, intéressant. Donc nous, on peut appuyer sur le bouton Follow Redirection pour que Burp Suite fasse automatiquement une requête vers /admin, c'est ce qu'on va faire. Je vais appuyer sur Follow Redirection ici. On a bien une nouvelle requête vers /admin qui a été créée ici. Elle a remplacé notre précédente requête. Et maintenant, si on appuie sur Render ici, il ne reste plus qu'un seul utilisateur. Ici, Vienner. Donc Carlos a bien été supprimé. Et en plus, on a un bandeau en haut qui nous montre qu'on a réussi l'exercice. Ok, bah c'est très bien, on a réussi l'exercice. Alors juste une dernière chose avant de passer au prochain exercice. Moi, j'aimerais bien revenir à ma précédente requête ici. On voit que ma précédente requête a été supprimée par le get/admin, car j'avais appuyé sur le bouton Follow Redirection. Je peux appuyer sur le bouton ici pour voir la précédente requête. Et là, on a bien le lien vers la précédente requête, get/admin delete username est égal à Carlos. Et je peux le refaire encore une fois pour voir encore la précédente requête, get/admin, etc., etc., jusqu'à la toute première requête. C'est une fonctionnalité assez intéressante que je voulais vous montrer. Enfin bref, je vous propose maintenant de passer au deuxième challenge, qui cette fois-ci sera un tout petit peu plus intéressant, car on verra comment utiliser un autre outil de Burp Suite. Donc pour ceci, je vais aller dans mon Chrome, ici, et cette fois-ci, je vais prendre ce challenge-là, Username Enumeration via Different Responses. Ok, donc on va appuyer sur Access the Lab ici. Je vais d'ailleurs fermer les autres onglets, j'en ai plus besoin. Et on va lire la consigne de l'exercice. On nous dit que ce lab est vulnérable à une faille de sécurité, c'est-à-dire à une énumération d'utilisateurs. Ok. Et pour réussir ce lab, on doit énumérer un bon utilisateur, ok, et brute forcer son mot de passe. D'ailleurs, on nous donne un indice. Ici, on nous montre la liste des utilisateurs candidats, donc c'est la liste des utilisateurs possibles. Et ici, on nous montre la liste des mots de passe possibles. Très bien. Et notre but sera de trouver le bon utilisateur et le bon mot de passe, probablement en faisant une attaque par brute force. Donc c'est très bien. Alors attendez, je vais relancer le lab, il y a eu un petit bug. Donc je vais aller dans My Account, ici, et j'aimerais bien voir ce qu'il se passe quand j'essaie de me connecter. Donc je vais mettre test, ici, et je vais me connecter. Là, j'ai un message Invalid Username. Ok. Ce message, il est extrêmement intéressant. Pourquoi? Car le serveur nous dit que le username n'existe pas. Alors pourquoi c'est intéressant? Car peut-être que si l'utilisateur existait vraiment, le serveur nous aurait retourné autre chose, comme par exemple invalid password. Encore une fois, là c'est une hypothèse. On fait une hypothèse sur le fonctionnement du serveur. On ne peut pas connaître à 100% ce qu'il fait, car on n'a pas le code source. En revanche, là cela paraît être une hypothèse assez crédible, car il nous a quand même renvoyé invalid username. Donc nous on pourrait essayer de confirmer cette hypothèse, et d'essayer de faire une énumération d'utilisateurs. Alors comment je vais faire? Donc soit je pourrais le faire à la main avec les différents username candidats ici. Donc évidemment, nous on a autre chose à faire, hein. On va pas faire tout ça à la main, ce n'est clairement pas possible. En revanche, on peut le faire directement avec Burp Suite. Je vais vous montrer. Alors, pour ceci, je vais reprendre mon Burp Suite, je vais aller dans l'historique ici, et je vais trouver la bonne requête. Alors c'est un peu le bordel, mais je pense que c'est ici, post/login. Ouais, ça a l'air d'être le bon. Donc là, on a bien notre post/login avec tous les headers et le username et le password ici, dans la partie données. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Alors je pourrais faire un clic droit send to repeater pour mettre cette requête dans le repeater. Je vais également supprimer l'autre requête, on n'en a plus besoin. Et donc on pourrait essayer de tester à la main les différents usernames pour voir s'il y a une réponse de type invalid password par exemple. Donc je peux remplacer le test par autre chose, par les différentes word lists. Ici il y en a plein qu'on doit tester, il y en a vraiment plein, il y en a au moins une centaine. Donc clairement on ne peut pas le faire à la main, cela va prendre trop de temps et nous comme d'habitude on est des flemmards, donc on ne peut pas le faire. Donc ici on est un petit peu bloqué, mais ce n'est pas très grave parce que sur Burp Suite on a un outil pour nous débloquer. Cet outil est nommé le Intruder. Cet outil va tout simplement nous permettre de faire des attaques par brute force. Alors je vais vous montrer, je vais faire un clic droit, Send to Intruder ici. Et donc je vais envoyer cette requête sur le Intruder. Et on va donc pouvoir faire des attaques par brute force avec.
Alors comment il fonctionne exactement? Il y a pas mal d'options, donc je vais aller assez vite parce que la vidéo est déjà assez longue, mais ce n'est pas grave, peut-être que dans de futures vidéos, je vais pouvoir approfondir cet outil. Donc en tout cas, là on a notre requête post, c'est très bien, et on aimerait faire une attaque par brute force sur les différents usernames, pour voir s'il y a peut-être une réponse différente qui nous dit invalid password au lieu de invalid username, et donc déduire que cet username il existe bien. Donc là, on a bien username est égal à test, password est égal à test. Moi, j'aimerais automatiquement remplacer le test par les différents usernames. Donc admin, test, Carlos, machin, etc., etc. Comment je fais? Je vais juste sélectionner le test ici et appuyer sur add. Et on a notre test ici entre ce symbole. Et Burp Suite dans notre attaque va automatiquement remplacer le test par les différents utilisateurs qu'on va pouvoir lui donner. Il va envoyer toutes ces requêtes et va nous montrer toutes les réponses. Je vais vous montrer. Donc, on va aller dans la partie Payload maintenant et on va pouvoir choisir notre word list. Là, encore une fois, il y a pas mal d'options. Il y a vraiment plein de types de payload qu'on peut greffer. Nous, on va choisir une simple word list ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller directement toute cette word list et la mettre dans Burp Suite. Donc vous copiez-coller et vous appuyez sur Paste et normalement automatiquement vous avez tous les utilisateurs qui seront collés. Vous pouvez également en ajouter à la main si vous voulez ou en supprimer, ce n'est pas très grave. Ici Burp Suite est assez personnalisable. Donc une fois que c'est fait, en fait c'est un peu tout. Il y a d'autres options que vous pouvez configurer mais on ne va pas les voir ici. Donc c'est parfait, vous allez appuyer sur Start Attack. Donc là on nous dit que les attaques seront bridées en temps parce que on utilise la version gratuite, mais ce n'est pas très grave. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici, avec les différentes requêtes qui sont envoyées. Donc si je clique sur une de ces requêtes, par exemple sur la première, on voit bien que notre test a été remplacé par Carlos, ici. Et cette requête a été envoyée au serveur web. Le serveur web va après nous répondre dans la réponse ici, avec l'HTML, et le message d'erreur éventuel. Donc ici, invalid username. Ok, c'est très intéressant. Et maintenant, il va faire cela avec les différents utilisateurs. Il peut aussi le faire avec root, hop. Il le modifie, test par root ici. Et dans la réponse, il nous montre ce qu'il y a. Donc là, encore une fois, invalid username ici. Donc on voit quand même que c'est relativement lent. On n'a que seulement une centaine de payloads et ce n'est toujours pas fini. Donc c'est un peu normal, c'est parce que Burp Suite bride la vitesse des attaques, parce qu'on est dans la version gratuite. Mais ce n'est pas très grave, cela va largement suffire. Donc ce qui serait intéressant de voir, ce serait de voir déjà le statut code des réponses, pour voir s'il est différent. Donc là, cela n'a pas l'air d'être différent. Et une autre information que l'on pourrait inspecter, c'est la longueur des différentes réponses. Donc on voit que là, elle est à 3248 un peu partout. Donc là, c'est probablement la même réponse pour tous les utilisateurs ici. On va regarder. Et là, si on inspecte bien ici, on voit qu'on a un utilisateur, où cette fois-ci, la réponse est à 3250. Donc visiblement, ce n'est pas exactement la même réponse que les autres. Donc on peut voir ce qu'elle contient ici. Donc on va dans Request, on a bien app1 qui a été envoyé. Et si on va dans la réponse, on peut même cliquer sur Render pour aller plus vite ici. Là, on nous montre Incorrect Password. Ok, là c'est très intéressant parce qu'en envoyant app1 comme username, on a un autre message d'erreur qui ne nous dit plus que l'utilisateur n'existe pas. Il nous dit que c'est le mot de passe qui n'existe pas. Donc visiblement, notre hypothèse a été confirmée. C'est parfait. Là, on a donc probablement trouvé un utilisateur app1. D'ailleurs, cette faille-là s'appelle une énumération d'utilisateurs. On peut énumérer les différents utilisateurs présents. C'est pour ça que sur les sites web, parfois, on vous met incorrect password or username. C'est pour ne pas que vous puissiez énumérer les utilisateurs, même s'il y a d'autres moyens pour le faire après. Mais on ne les verra pas ici. On va essayer de terminer donc le challenge. Ici, on a donc un nom d'utilisateur. Qu'est-ce qu'il nous manque? Bah oui, c'est son mot de passe, hein. On va donc prendre notre app1 ici. Je vais supprimer cette attaque, on n'en a plus besoin, on a eu ce qu'on voulait. On va revenir dans le intruder ici. Et on va remplacer cela par app1, car on a déjà trouvé le username app1. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec le password. On va essayer de le deviner. Essayez de le faire par vous-même. D'ailleurs, c'est un bon exercice. C'est
presque exactement la même chose qu'avec le username. On prend juste notre test ici, on appuie sur Add, comme ça Burp Suite va automatiquement remplacer le test. Puis après, on va dans Payload. On peut copier-coller les différents payloads. Alors attention, ce n'est pas les mêmes payloads que pour les utilisateurs. Je vais vous montrer. On va prendre les mots de passe ici. On va tout copier-coller. On va appuyer sur Clear pour supprimer tous les payloads. Et puis dans Paste pour recoller les nouveaux payloads. Parfait. Et maintenant, on va appuyer sur Start Attack et on va recommencer. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a des réponses à 3250. Donc Incorrect Password. On a toujours un statut code de 200, et là aussi c'est intéressant parce que quand on a un statut code de 200, cela ne signifie pas toujours que tout s'est bien passé, que c'est parfait et tout, absolument pas. Un statut code de 200, cela signifie que le serveur nous a bien délivré la page HTML, qu'il n'y a pas vraiment eu de problème dans la requête. Alors là, regardez, il y a un truc intéressant qui s'est passé. On a pour une requête ici, pour la requête numéro 42, on a cette fois-ci un statut code de 302 et une longueur de 186. Et puis après, pour les prochaines requêtes, on a également un statut code de 200, mais cette fois-ci une longueur de 3337. Concrètement, que s'est-il passé? Alors, je vais cliquer sur cette requête-là. Ici, on a bien app1 et Harley qui a été envoyé. Maintenant, je peux regarder la réponse. On voit qu'on est redirigé vers /myaccount, id est égal à app1. Très intéressant. Et après, on a un autre header setCookie qui demande à notre navigateur de mettre le cookie session à cette chaîne de caractères, ainsi que ses autres paramètres. Très intéressant. Donc ici, c'est similaire à ce qu'on avait eu au précédent exercice quand on voulait se connecter. Donc rien qu'avec ça, on peut déjà en déduire que notre utilisateur, c'est app1 et le mot de passe, c'est probablement Harley ici. Donc je vous propose de le faire ici. On va essayer de confirmer cela en mettant app1 et Harley ici. Alors, incorrect password, ok. Je pense que j'ai mal copié-collé. Je vais recommencer. Et donc là, c'est parfait. On est bien redirigé vers la page d'administration de ce compte. Donc visiblement, on a réussi le challenge. C'est parfait. Donc en tout cas, j'espère que ces deux challenges vous ont plu. C'était des challenges de niveau assez facile, hein. Vous verrez très peu de sites professionnels en production ou des bug bounty avec des failles pareilles, d'accord? C'est extrêmement rare, voire même quasiment inexistant. En fait, l'intérêt de ces challenges est double. Déjà, le premier intérêt, c'est de vous familiariser avec Burp Suite, avec ces petits challenges. C'est assez simple, c'est vrai, mais si vous les faites avec Burp Suite, vous apprendrez beaucoup mieux comment fonctionne Burp Suite. Et surtout, la deuxième idée, c'est de vous montrer comment apprendre à analyser un vrai site web, pour après réussir à trouver des bugs, voire même des failles de sécurité. Pour aller plus loin, j'ai créé la lettre du hacker, ma newsletter privée, où je poste du contenu qui n'est pas présent sur YouTube. Vous allez recevoir 2 à 3 fois par semaine des emails avec plein de conseils, plein d'astuces, des recommandations d'outils et parfois même des réductions sur mes formations. Si vous voulez plus d'Hafnium, inscrivez-vous à la lettre du hacker, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Le lien est dans la description.